En dan zijn we klaar voor de volgende presentatie. Et puis, pour la présentation suivante, j'invite Monsieur Emile Van Woensel, qui a plus de 30 ans d'expérience en qualité et compliance, tout à fait dans des secteurs différents. Je vois le secteur de l'automobile, la munition, et puis les jouets, bon, ben voilà. Mais depuis 1999, il est impliqué dans le processus de standardisation. Donc, pour les jouets au niveau national et européen, également membre actif de plus de 20 comités concernant donc les standards qui sont élaborés pour les jouets. Il a été actif à Bruxelles pendant les activités de lobbying en 2008-2009 concernant donc la directive pour la sécurité des jouets. Donc, je crois savoir qu'il sait de quoi il parle. Et il a également travaillé pour Mattel et donc un expert par excellence pour savoir ce qu'il en est de cette évaluation de sécurité chimique qui doit être effectuée. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, une introduction dans cette évaluation de sécurité chimique ce matin de la part de Madame Locke. Vous avez déjà entendu ce qui doit être respecté, ce qui doit être fait. Il y a quelques années, en tant que collaborateur de Mattel, cela me semblait une chose impossible. Alors, voyons tout d'abord ce qu'il en est dans la directive. Et voilà quelques mots clés. La demande est que les fabricants ont une obligation, l'obligation notamment de faire cette évaluation de sécurité. Donc, en d'autres parts, cela ne peut pas être délégué aux distributeurs, cela ne peut pas être délégué à l'un ou l'autre représentant de l'usine ou de la production, que sais-je. Non, non, c'est le fabricant qui assume la responsabilité. Alors, votre attention particulière pour la partie en rouge, à quoi le fabricant doit attacher tout de même de l'importance, c'est-à-dire que cette évaluation doit être faite sur l'exposition potentielle des dangers. Et donc, avant que le produit soit produit, parce que si vous faites cela par après, cela peut résulter en des frais ultérieurs, puisqu'il faudra encore faire des tests supplémentaires. Ce qu'il faut faire, c'est identifier les dangers de ce jouet particulier et voir s'il y a des dangers potentiels si on est exposé à ce jouet. Le but ou l'objectif, évidemment, que les risques soient identifiés et minimalisés avant que les jouets soient distribués, donc soient vendus dans le commerce. Et donc, il faut vraiment essayer de se rendre compte de la probabilité et le degré des dommages qui seront occasionnés si on est exposé à tel ou tel jouet. Alors, comment faire cela? Quelle approche choisir? Là, il y a quelques outils appliqués. Je pense, par exemple, au Safety Data Sheets et l'évaluation des substances chimiques. Tout cela pour cautionner que ces jouets sont en conformité avec les demandes, avec les exigences spécifiques dans la directive. En ce qui concerne donc ces aspects de sécurité, il y a les mécaniques et les physiques, les hygiéniques et les radioactifs, et ici les chimiques, notamment le sujet de mon exposé. Vous êtes évidemment obligé de faire cette évaluation et par le biais du fait que vous faites cette évaluation et ces données, évidemment, comme alternative, car sinon,
il faut essayer d'avoir une approbation du type EG. Donc, si, en d'autres termes, vous n'effectuez pas cette évaluation, alors il faut faire une approche de l'exécution de cette alternative d'approbation type EC, j'imagine en français. Et cela est moins probable ou moins à conseiller puisque c'est plus onéreux et ne fait pas partie des dites normes harmonisées. Ici, j'ai un exemple, un jouet que je continuerai à utiliser pour vous montrer comment cette évaluation peut être exécutée et pour vous donner un peu plus de compréhension de cette façon de travailler. Évidemment, il y a d'autres types de poupées, d'autres jouets, mais c'est le principe dont on parle et donc d'application à tout autre jouet. Alors, c'est quoi? C'est un jouet, c'est une soft doll, donc une poupée douce, flexible en d'autres termes, avec de la musique dedans. Cela est pour la catégorie de 0 à 3 ans, disons, fait de plastique, de métal, de composantes électroniques. Donc, il y a de la musique dedans. Cela veut dire que nous avons une boîte extensible de plastique, de métal et quelques composantes électroniques. Voilà. Avec cette information, nous continuons avec sur base de ce qu'a raconté Maureen. Et voilà les pas à suivre. Donc d'abord vérifier les normes harmonisées et référées, puis consulter REACH, puis l'évaluation des matériaux utilisés, tenir compte 4 des demandes spécifiques au niveau national, et puis 5, s'il y a d'autres normes d'application dans la législation de l'Union européenne. Tenant compte de ces différents pas à franchir, nous vérifions ce qu'il en est donc de cette évaluation de sécurité chimique. Il y a évidemment des normes que vous connaissez. Je reviens au pas 1, au stade 1, la EN 71 ou 71-3, la migration de certains éléments, 71.4, les 7 d'expérience chimique, etc. Il n'y a pas de normes pour les CMF. Ce que vous avez entendu pour ces différents types de matières, il n'y a pas de normes pour les matières cancérogènes, etc. Donc cela ne sera pas le cas prochainement d'ailleurs. Nous optons donc pour certaines choses que nous connaissons, notamment la EN 71.3. Et cette évaluation a comme objectif final de rendre les tests à un niveau minimum. Évidemment, je dois veiller à ce que je dis parce que tout à l'heure, il y a Sandra qui va vous expliquer ce qu'il en est des tests, mais effectuer des tests est évidemment une chose assez chère. Alors, le pas suivant, le pas numéro 2, c'est vérifier ce qui a marqué dans REACH. Et là, il y a tout de même différentes substances dont il faut tenir compte. En d'autres termes, que ici, cela peut être un cas où je dois attacher un peu plus d'importance ou d'attention, notamment si vous voyez des substances telles que benzène, cadmium, nickel, etc. Ici, le site web où vous pouvez encore ce qui est repris dans REACH, mais ce qui est très important, c'est évidemment les matériaux et l'âge. L'âge qui doit être mentionné pour lequel ce produit a été fait, a été produit. Ce sont des paramètres particulièrement importants dans la continuation de l'évaluation. Donc, on doit savoir de quel type de matériaux ce produit a été fait.
On peut évidemment faire beaucoup de choses, mais je crois que le truc à conseiller, c'est d'utiliser le Bill of Material, donc une liste de matériaux, voire une liste de substances dont sont composés ces différents matériaux. Ici, vous avez les différentes composantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ces 8 composantes sont les parties les plus importantes de votre Bill of Materials, donc votre liste de matériaux. J'espère que les gens ont apporté leurs lunettes. Ici, vous voyez donc la description d'une de ces 8 composantes. La description, partie du matériel, la substance, la composante de ces différents types de matériaux, et on constate qu'il n'y a aucune déclaration de conformité. Ici, nous avons reçu du fabricant que le textile blanc est fait de polyester, et on sait que le polyester a ce numéro CAS. En tout cas, c'est ce que nous avons obtenu comme information du fabricant ou du fournisseur. Alors, d'expérience, je peux vous dire qu'il ne faut pas toujours se fier à ce qui vous est dit par ce fournisseur ou par ce fabricant, parce que j'ai déjà vu méthanol pour polyester, et d'autres cas encore plus aberrants. Parfois même la date du mois est donnée comme numéro CAS. Donc, je vous invite à chaque fois contrôler le tout si vous recevez des informations de la part de vos fournisseurs, parce que le moment où vous recevez cela et ce n'est pas juste, vous pouvez retourner la demande, mais si ce n'est plus le cas, eh bien, vous ne savez plus si ce fournisseur existe encore, etc. Donc, en d'autres termes, bien contrôler si toutes les informations sont correctes. Alors, entrons un peu plus dans le détail. Et pour entrer dans le détail, pour évaluer ces matériaux, il y a bon nombre plutôt de sites web, et je les ai énumérés ici, listés ici, et que vous pouvez utiliser dans votre processus d'évaluation. Papier collé, et puis bon, c'est repris sur votre ordinateur et vous pouvez commencer. Mais je reviens donc à ma fiche. Nous avons donc cette évaluation de matériaux, cette liste de matériaux et de substances. Et maintenant, on passe à l'évaluation telle qu'elle. Donc, on utilise à cet effet cette liste, plus évidemment la liste des substances olfactives, parce que la liste est reprise dans une annexe de la directive, et on peut donc ajouter cela dans notre processus d'évaluation. On va, en ce qui concerne tous ces matériaux, juger cela pas par pas, sur base de leur numéro CAS. Alors, comment faire cela? Eh bien, je me réfère au premier site qu'on introduit sur Internet. Vous poussez sur Enter, vous cliquez sur Enter, et voilà l'écran qui apparaît. Et vous introduisez votre numéro CAS. Je retourne à ma fiche pour vous donner l'exemple de toluène, oui, toluène, parce que bon, c'est une substance particulièrement gentille, dit l'orateur, et donc j'introduis le numéro CAS de cette substance, et alors vous voyez la description. Vous voyez que ce numéro CAS correspond en effet pour la toluène. Donc, si vous mettez un autre numéro, vous n'aurez pas donc la substance correspondante. Après avoir contrôlé que ce numéro est correct, nous passons au tab suivant, PBD ou PBT, je ne sais pas très bien là. PBT, pardon.
persistent biotope accumulative and toxic substances. Bon, donc substances toxiques en bref. Et nous cliquons là-dessus et vous revoyez un numéro CAS qui apparaît à nouveau. Hésitation de la part de l'orateur. Donc, on clique sur la liste des PBT et vous voyez que ce numéro CAS n'est pas repris dans la liste de ces PBT, de ces substances toxiques. Donc, toluène n'est pas un PBT et donc on peut passer ce stade. On peut sauter, si vous voulez, cette étape. On passe aux étapes suivantes, le PHS. Vous avez déjà appris ce matin que c'est une liste d'une ancienne réglementation de 2008 et nous réintroduisons le numéro CAS. Ce qui apparaît alors, c'est ce que vous voyez ici. Je suis en train de chipoter, dit l'orateur. Un manque de fluidité. Bon. J'avais tout de même préparé. Nous constatons, lorsque on jette un coup d'œil sur la classification, que ce produit est tout de même rétrotoxique, mais cela nous le savions déjà. Ce que nous pouvons constater, lorsqu'on jette un coup d'œil sur les CLP, les différents risques possibles avec toluène. Et lorsque nous voyons toluène et qu'on clique sur l'information du site que le produit est tout de même inflammable, irritant, enfin irritable, je ne sais pas ce qu'on dit, et en d'autres termes, on apprend plus sur cette substance. Je retourne à ma fiche de matériaux. Nous avons donc traité toluène. La seule chose qui reste en rouge, c'est le PVC. Il y a un numéro CAS et pour le reste, il n'y a rien d'indiqué. Nous travaillons tous, évidemment, dans l'industrie des jouets et certains d'entre nous depuis des années. Et si vous avez ce PVC, si vous constatez cela, vous avez besoin donc d'un adoucisseur. Ce que nous constatons ici, qu'on ne reprend que le PVC, et je ne vois nulle part un adoucisseur qui est mentionné. En d'autres termes, nous avons besoin d'un peu plus d'informations à cet effet. Donc, puisque ce n'est pas connu. Nous savons que c'est irritant pour la peau. Ici, sur cette petite liste de matériaux, nous avons deux substances, toluène et PVC, qui ne sont pas complets, pour ainsi dire, donc en d'autres termes, où il faut encore des informations supplémentaires. Avec ces deux substances, nous savons que pour le PVC, il faudra poser une question au fournisseur si l'adoucisseur était déjà ajouté, oui ou non, puisque peut-être il a un lot où il y a l'adoucisseur qui était déjà intégré, ou le fabricant a tout simplement oublié de quel type d'adoucisseur il s'agissait.
parce que bon, il savait que ça menait à des problèmes et donc il l'enlève de la liste. Donc je parle d'expérience, n'est-ce pas? Moi, j'ai vécu cela. Alors, nous savons, en ce qui concerne la toluène, qu'il s'agit d'un produit qui est considéré comme pas très gentil, pour ainsi dire, donc qui n'est pas apte pour des enfants sous de 3 ans. Et ce qu'il faut déterminer, c'est évidemment le montant de toluène dans le matériau. Et cette information, à cet effet, vous avez besoin d'un Safety Data Sheet, donc une feuille de données de sécurité. Et il faut, si ce n'est pas livré, le demander au fournisseur. Donc, vous comprenez maintenant, lorsque je disais au début de mon intervention que toute cette évaluation de sécurité est importante, de la faire au début, parce que si vous ne faites pas cela au début, donc préalablement, et que vous le faites par après, c'est très difficile de reconstituer ces pas. Donc, je vous invite à faire cette évaluation de sécurité dans un stade le plus tôt que possible. Donc, si vous allez au Nuremberg Toy Fair et vous dites à ce fournisseur, écoutez, faites 10 000 poupées avec le nom de ma firme dessous, et le fabricant vous envoie du n'importe quoi avec votre nom dessus venant de la Chine, eh bien, vous pouvez être confronté à pas mal de problèmes. Donc, essayez de faire cette évaluation dans un stade le plus tôt possible, précoce si vous voulez. Nous connaissons la concentration, la quantité, Safety Data Sheet. Ce qui est important, c'est de contrôler quelle est la concentration nécessaire minimale pour la classification CLP, essayer d'exécuter les tests de migration sur les solvants d'après le EN 71.9 ou 71.9. Ce qui est nécessaire, c'est de mesurer ce toluène, et à cet effet, vous avez besoin d'une méthode. C'est de cela que je parle quand je parle du EN 71.9, puisque vous l'utiliserez pour tester finalement et démontrer, si vous voulez, que votre produit est tout à fait en règle. Et évidemment, n'oubliez pas de poser la question au fournisseur quel adoucisseur a été ajouté pour le PVC. Puis il y a encore une dernière partie sur votre fiche de matériaux, c'est cette boîte musicale, donc High Impact Polystyrène. Donc là aussi, il faudra faire des contrôles. Le produit est excellent puisque le son est exquis, mais cela ne vous importe peu, car si l'enfant touche cette boîte, ce qui vous importe, c'est de savoir si c'est sûr pour l'enfant. Donc c'est atteignable, c'est pour un groupe d'enfants en dessous de l'âge de 3 ans. Et ce que nous savons, c'est que c'est HIPS et que le matériau extérieur, bon, est-ce qu'il est? Vous n'avez pas d'autres informations. Est-ce que c'est pigmenté? Parce que donc si c'est purement du PVC, c'est pas possible. Donc purement des pigments, c'est pas possible. Donc en d'autres termes, vous avez besoin d'informations supplémentaires. Puis il y a encore une étiquette qui est apposée, un collant, un autocollant, et donc voilà, également
pour cet autocollant, il faudra poser des questions supplémentaires. Hein. De quoi est composé cet autocollant? Quid de l'encre? Donc, je vous rends l'exemple un peu simple, mais cette information est évidemment nécessaire pour en venir à une évaluation, à ce que ce jouet puisse être déclaré sûr. Donc, en d'autres termes, pour cette boîte musicale, vous devrez poser ces questions supplémentaires. Évidemment, cette boîte musicale, elle est achetée auprès de certaines entreprises où on commande d'énormes quantités, et donc ils vont vers un fabricant de boîtes musicales. Mais très souvent, ce sont de toutes petites entreprises qui en fait 10, 20 000, après quoi ils font une toute autre production d'un tout autre produit. Donc, il faut vraiment, dans un stade très tôt, essayer de poser la question au fabricant ce qu'il en est de son attestation de conformité et donc la demander. Enfin, ce que vous devez faire, c'est que vous exécutez ce qui doit être exécuté pour garantir la sûreté de votre produit. Parce que dans un stade ultérieur, cette boîte musicale devra encore répondre à la norme, oui, aux règles ARHOS. Ce que nous constatons ici, c'est que cette fiche de matériaux, cette liste de matériaux que nous avons parcourue, qu'il faut vraiment bien la vérifier, bien la contrôler. Pas par pas, règle par règle. En d'autres termes, est-ce que tout cela correspond avec l'information que vous avez obtenue? Cette information doit être contrôlée et notamment contrôlée ce qui pourrait se passer si on est exposé à certains matériaux de ce produit, savoir donc le nombre de substances, le nombre de matériaux qui est repris, est-ce que cela correspond aux limites qui sont imposées et essayer toujours d'utiliser des attestations de conformité qui sont livrées par votre fournisseur. Si tout cela a été effectué, nous avons comme cerise sur le gâteau en certains pays qui ont des exigences supplémentaires. Et ce sont donc des exigences supplémentaires. Et vous voyez la liste des pays ici, Danemark, Norvège, Finlande, Tchéquie, France. Et puis, il y a encore les pays qui considèrent le produit tel qu'un article. Les autres pays estiment que c'est une composition de différents éléments. Là, je ne suis pas entré dans le détail, mais il y a pas mal de discussions et de débats à ce niveau-là. Mais ce qui vous importe, c'est si c'est d'application pour vous, oui ou non. Donc, sur votre produit, oui ou non. REACH est d'application pour la France, l'Allemagne, le Danemark, ce type de pays qui sont beaucoup plus stricts dans la description ce qu'est un article que, par exemple, un pays comme les Pays-Bas qui dit oui, mais le produit est un article. Donc, pourquoi est-ce important? Parce que si dans un stade ultérieur, il faut déterminer les concentrations ou le degré de concentration d'un article ou que limité à la face de la poupée, évidemment, ça peut mener à des différences, que c'est assez dans un cas et pas dans l'autre. Vous pouvez en tout cas trouver ces données dans ces guides techniques que la Commission européenne a publiés sur son site. Et c'est d'ailleurs mis à jour régulièrement. Maureen l'a également dit tout à l'heure, il y a d'autres réglementations, d'autres directives, guidelines qui doivent être respectées. Voilà quelques-uns d'entre eux. La directive sur le conditionnement ou l'emballage, cosmétiques, batteries, etc. Donc, ça dépend évidemment du jouet, du produit.
Lorsque je travaillais pour Mattel, ça me rendait dingue, pour ainsi dire, car il y avait tellement de directives et de réglementations que c'était très difficile pour savoir à quoi il fallait répondre. Mais ce qui était très important, c'était de respecter évidemment le timing, c'est-à-dire de commencer avec ce genre de choses très tôt dans le processus. Puis, les guides techniques, je crois qu'ils constituent une aide précieuse parce qu'il y a tout de même pas mal d'informations importantes qu'on peut trouver là-dedans. Lorsque tout ceci a été mené à bien, on en vient donc à cette déclaration de conformité, cette attestation de conformité, où on déclare comme fabricant que le produit correspond aux règles. Dans la directive annexe 3, la structure, comment cette attestation doit être est reprise. Et voilà, je l'ai copié pour vous dans cette dia. Mais voilà toute l'information qui doit se trouver là-dedans, avec sous le point 8, la rubrique information supplémentaire. Bon, je reviens à ma poupée. Une photo qui doit être claire, bien distinguée, avec les couleurs, pour bien déterminer de quoi il s'agit et qu'il ne s'agit pas d'un tout autre produit. Nom, adresse évidemment du fabricant et une description du jouet, du produit, avec la déclaration que cela correspond à toute législation harmonisée et nécessaire, et vous indiquez à quelle directive cela correspond. Je les ai reprises ici. En fait, on devait pouvoir se limiter à REACH 2009, mais mon expérience est la suivante. Il y a quelques détaillistes qui disent « Oui, mais REACH, c'est un volume trop gros. Est-ce que cela correspond à d'autres réglementations ?» Et ils posent toutes sortes de questions et on répond évidemment que cela est tout à fait évalué. Mais après un certain temps, moi j'en avais tellement marre que j'ai tout simplement, sous le point 8, ajouter cette explication supplémentaire car c'était une discussion sans fin et j'ai décidé d'ajouter donc toutes les informations de toutes les réglementations et législations nécessaires. Donc cela vous facilitera la vie. Puis vous indiquez également les normes. Pour les normes, il est très important d'ajouter de quelles normes il s'agit. Il ne faut pas mettre EN 71.3, non, ça ne suffit pas, il faut ajouter l'année. Et j'ai travaillé dans la munition et là, on pouvait commander certains types de munitions fabriquées à telle ou telle date et c'était tout à fait possible d'avoir des dates déjà très loin dans le temps ou dans le passé plutôt. Mais ce n'est pas possible pour les jouets parce qu'il s'agit de normes qui sont d'application aujourd'hui et non pas celles du mois passé, de l'an passé ou du siècle passé. C'est donc très important d'ajouter toutes ces données. S'il y a notamment éventuellement des amendements qui ont été intégrés et donc cela doit être ajouté, que cela ne se limite pas à 2005, cette réglementation, mais qu'il y a encore des amendements datant de 2012, puis autres amendements en 2013, etc. Avant de la fin de l'année, il y aura une nouvelle version de cette référence. Alors, finalement, encore quelques explications supplémentaires
comment ce produit a reçu son attestation de conformité, que le produit évidemment répond aux règles, et puis on peut éventuellement ajouter certaines choses. Par exemple, nous déclarons que tous les produits qui ont été importés de la Chine ou de l'Orient, par exemple, que ceux-ci n'ont pas été transportés dans des conteneurs qui ont été traités avec le DMF, diméthylfumarate. Puis le nom de l'entreprise et éventuellement la date, et qui a sous-signé tout cela, qui signe. Celui qui signe a évidemment ou dispose de l'autorité de le faire, la compétence. On ne peut pas avoir je ne sais qui signe ce document. Ça doit être vraiment quelqu'un qui peut apposer sa signature et qui a donc obtenu l'autorisation de le faire. En d'autres termes, quelqu'un de responsable, car il devra assumer cette responsabilité. Merci de votre attention. Zijn er vragen? Y a-t-il des questions? Ja, dank u wel voor uw... Merci pour cet exposé. J'ai une question. Vous avez parlé de certains numéros. J'ai entendu parler de numéros CAS. Où est-ce que vous les trouvez? Où est-ce qu'on les trouve, ces numéros CAS? Eh bien, ces numéros CAS, il faut savoir que pour chaque substance, on a besoin d'avoir une Safety Data Sheet. Et sur cette fiche, on peut retrouver ces numéros CAS qui se trouvent donc, pour ce qui est des substances concernées. Donc, si, par exemple, vous recevez du PVC de la part d'un fournisseur, eh bien, le fournisseur a l'obligation de vous offrir également une fiche sur la sécurité. Et donc, ça fait partie intégrante de cette Safety Data Sheet, donc les numéros CAS. OK, merci. Mais c'est ce que j'ai déjà dit. Dans certaines parties du monde, on n'a pas forcément l'habitude de faire une telle fiche de sécurité et on met tout simplement PVC, sans plus. Et c'est vrai que parfois on y accorde de manière un peu créative, je vais dire, un numéro CAS alors. On peut les déduire alors de cette liste parce que nous achetons par exemple des matières premières en Europe de fournisseurs de matériaux, je vais dire, mais je me demande si eux consultent ce genre de choses. Oui, ils doivent en avoir, ces numéros CAS. Surtout en Europe, ils sont obligés de les avoir. OK, merci. J'ai une question, Eric. Vous venez de parler de cette évaluation de sécurité et du fait que si on ne le fait pas, on revient à une déclaration de type européenne. Est-ce que vous pouvez réexpliquer cela? Eh bien, pour les évaluations de sécurité chimique, il n'y a pas de normes. Donc, en fait, de par le fait qu'il n'y a pas de normes harmonisées, dans ce contexte, on a la possibilité d'avoir cette supposition de conformité. Mais l'Union européenne, les États membres et la Commission, etc., ont quand même décidé d'y donner une certaine interprétation. C'est-à-dire que même sans ces normes, on peut quand même supposer quelque part une certaine conformité. Parce que si on ne devait pas donner cette possibilité, on n'aurait pas d'autre moyen que d'utiliser son propre type de conformité ou d'approbation. C'est la raison pour laquelle on a créé cette assumption, si vous voulez, ou supposition de conformité. Intervention hors micro, désolé pour la traduction. Dank u wel. Tout était clair? Merci.